Ne la touche pas, sale pute! Pensez-vous qu'on peut s'approprier une œuvre au point d'y imposer sa propre mythologie? C'est la question que cette saga nous pousse à nous poser dans la mesure où son lore s'est fait déposséder de son créateur. Mais quand un des réalisateurs les plus prometteurs du moment offre une véritable vision, peut-on lui céder une légitimité à faire ce qu'il a envie? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du film Alien de James Cameron et poser une réflexion sur la manière dont celui-ci a totalement revu l'histoire de la franchise, loin de ce que Ridley Scott et Dan O'Bannon avaient initialement en tête. Mais pour commencer, revenons brièvement sur le début de cette prestigieuse saga. Dan O'Bannon, scénariste du premier film, avait déjà depuis très longtemps développé son histoire du 8e passager. Celui-ci réalise un premier court-métrage qu'il réalise à l'âge de 19 ans, intitulé The Attack of the 50 Foot Chicken, offrant alors une thématique plus comique et moins horrifique. Mais sa rencontre avec John Carpenter, alors étudiant comme lui, le pousse à revoir ses projets de manière plus ambitieuse. Admirant alors George Lucas, le voyant réussir à proposer un long métrage alors qu'il est étudiant comme eux, O'Bannon et Carpenter vont tourner un court métrage d'à peu près 20 minutes, The Electric Dutchman, puis vont le transformer en moyen métrage avec un nouveau format de près de 50 minutes. Et c'est après près de 3 ans de post-production que le film réintitulé Dark Star voit le jour en 1974, recevant une sortie en salle début 75. Un film qui va tout de même interpeller le spectateur et principalement sur l'alien de compagnie qui y est présent. Alien qui est conçu à partir d'un ballon de plage. Pet alien. His rescue alien beach ball turns out to really hate Pinback. But we should remember, a beach ball is for life, not just Christmas. Ah bah c'est Spielberg qui disait que le manque de moyens rendait créatif. Et pour le coup il avait pas tort. Ce qui va susciter l'envie à O'Bannon d'aller encore plus loin dans cette proposition fantastique et pouvoir offrir un alien qui fasse vrai. Il faudra attendre plusieurs années avant qu'O'Bannon décide de réviser le scénario de Dark Star pour l'orienter cette fois-ci vers une version bien plus horrifique. Il avait d'ailleurs déclaré « Je savais que je voulais faire un film d'horreur sur un vaisseau spatial avec un petit nombre d'astronautes. » Et O'Bannon va écrire un premier script qui retrace l'histoire du début du film. Un vaisseau isolé, équipage qui sort d'un hypersommeil, recevant une transmission et décide de se poser sur une planète inconnue, récupérant alors un alien à son bord. Un script qu'il appelle dans un premier temps « Memory ». Une idée encore vague et qui va bien sûr évoluer vers l'histoire que vous connaissez. Après quelques échecs, O'Bannon reprend son script et il va travailler avec son ami Chaussette qui lui suggère l'idée qu'un membre de l'équipage pourrait être fécondé pour ensuite voir l'alien s'extirper du corps de sa victime. Déclarant alors « Je n'avais plus du tout le moral, ça s'est très mal passé avec Dark Star. Quand j'ai écrit Alien, j'étais au plus bas. Il fallait que je trouve un moyen de sortir de ce pétrin. J'étais bien décidé à écrire un script que quelqu'un m'achèterait. Et script terminé, il opte pour le titre Alien. Chaussette donne également son aval au nouveau titre. Les deux amis apprécient sa simplicité et le fait qu'il ait une double signification, comme nom et comme adjectif. Et c'est après avoir trouvé un studio, lancé quelques réécritures et intégration d'éléments qui ont fait de la saga une œuvre culte, O'Bannon se rappelle alors que les studios voulaient surfer sur le succès de la Guerre des Étoiles. Et à cette époque, le seul script avec pour sujet l'espace et un vaisseau spatial qui était sur le bureau des studios, c'était celui d'Alien. David Giller, Hill et Carroll se tournent vers Ridley Scott dont le travail sur les duellistes les a impressionnés. Scott arrive à Hollywood et assiste à une réunion avec O'Bannon et Carroll dans lequel il affirme ne rien vouloir changer au scénario, ayant une idée concrète du chemin qu'il veut prendre pour réaliser le film. Et la suite, bien sûr, vous la connaissez, Alien va être un véritable succès et devient même une référence dans le style horrifique, slasher, film de monstres. Voilà, c'était important de reposer le contexte, dans la mesure où on va parler cette fois-ci du film Alien et la manière dont James Cameron s'est approprié l'œuvre pour y offrir sa vision qui n'était pas forcément celle partagée par les créateurs. C'est le producteur David Giller qui pense en premier à faire une suite à Alien. Il contacte assez rapidement James Cameron suite au succès de son vrai premier film, Terminator, dont la vidéo est d'ailleurs toujours dispo ici. Et lorsque James Cameron se penche sur le script du deuxième Alien, il veut pouvoir faire honneur à la vision de Ridley Scott dont il admire le travail, et ainsi offrir une suite qui reprend le fil narratif du premier, mais sans tomber dans le piège de la suite qui raconte la même histoire.
Il sait cependant que l'élément principal de son film doit commencer là où s'est terminé le premier. C'est donc le développement du personnage de Ripley qui, cette fois-ci, est bien écrit comme la protagoniste du film. Dans la mesure où dans le premier film, en réalité, Ripley était un personnage secondaire. Et c'était justement la surprise de voir survivre un personnage secondaire. Mais là, c'est clair, Ripley est le premier rôle. I had no idea how martial the atmosphere would be and how much emphasis that would have. I give money to anti-gun legislation and... Il faut savoir d'ailleurs que Ridley Scott avait même prévu initialement de tuer le personnage et de laisser survivre le xénomorphe qui se serait alors dirigé vers la Terre en imitant la voix du capitaine de bord. Ouais, je sais, c'est bizarre. Heureusement qu'ils n'ont pas gardé ça. Comme quoi, des fois, c'est bien d'aller à l'encontre de la vision de la réal. Petit écho au sujet d'aujourd'hui. Mais là où Cameron va faire preuve d'une grande liberté scénaristique et imposer sa vision en réécrivant le cycle de vie de l'alien. Proposons alors ce fameux système de ruche, où les œufs sont pondus par une reine et les xénomorphes étant des ouvriers de leur espèce au service de celle-ci. Élément qui s'éloigne totalement de ce qu'avaient prévu O'Bannon et Ridley Scott à la base. Il faut savoir d'ailleurs qu'une scène présente dans la version longue du premier Alien montre comment le xénomorphe devait pouvoir se reproduire sous forme parasitaire. O'Bannon explique alors que sa vision initiale sur cette forme parasitaire de reproduction devait également s'accompagner de la symbolique d'un viol, offrant alors à son facehugger un aspect hermaphrodite avec le design d'une vulve à 8 pattes affublée d'une trompe phallique qui vient implanter l'embryon dans le corps de l'hôte. Et cette forme de reproduction avait pour but d'inciter l'angoisse au spectateur, dans la mesure où l'hôte est déjà condamné une fois l'embryon implanté, alors que celui-ci peut encore espérer avoir une porte de sortie. Le xénomorphe doit se montrer violent et impartial, et de ce fait, son mode de reproduction doit être exactement pareil. Donc sur la reproduction, voilà ce que proposait le premier film. Le schéma du facehugger qui implante l'embryon qui se transforme en chestbuster et vient éclater la poitrine de son hôte avant de muer pour devenir le terrible xénomorphe. D'ailleurs, je tiens à préciser que Cameron a bien évidemment gardé cette vision une fois que l'œuf a été pondu par la reine. Donc ce que James Cameron essaye de faire, c'est d'expliquer la genèse de la manière dont des milliers d'œufs présents dans le premier film auraient pu être pondus par une reine xénomorphe, semblant alors une des seules explications cohérentes. Mais Dan O'Bannon explique alors que s'il avait été consulté pour le deuxième opus, il n'aurait sans doute pas validé ce choix, laissant penser qu'il aurait continué à développer son concept parasitaire. Et de son côté, Ridley Scott partage également la vision d'O'Bannon, dans la mesure où il considère le xénomorphe comme une espèce unique qui ne ressemble à aucune autre. Donc il ne peut pas être une ruche. C'est d'ailleurs les éléments qui l'ont motivé à orienter un reboot de la franchise et pouvoir raconter sa propre vision de l'évolution du xénomorphe, avec Prometheus et Alien Covenant et un troisième film qui ne verra jamais le jour. Prometheus passe son temps à explorer la notion de détruire pour reconstruire, et ainsi réintégrer la méthode de reproduction parasitaire qui laisse éclore de nouvelles espèces. Voire même le fait que l'origine de l'humanité est déjà en elle-même une contamination parasitaire d'un des ingénieurs, où l'on voit la séquence d'ADN se décomposer pour se retransformer et devenir notre séquence d'ADN. Mais l'exposition parasitaire se développe encore dans Alien Covenant sur les expériences de l'androïde David, qui peut-être par sa propre fascination de l'infection parasitaire est à l'origine de la création du facehugger /chestbuster/ xénomorphe. On voit d'ailleurs par la suite que la franchise Alien depuis Prometheus a un peu abandonné cette idée de reine, capitalisant alors toujours sur l'infection. La nouvelle série Disney+ Alien Earth pousse d'ailleurs cette notion parasitaire en proposant d'autres espèces aliens qui engagent le même processus, que ce soit par les tiques ou encore l'œil qui est sans nul doute l'espèce la plus énigmatique de la série. Bon alors avant de continuer, je tiens tout de même à vous préciser que la version Alien de James Cameron est mon film préféré de toute la saga Alien, que ce soit sur sa photographie, sur sa mise en scène et bien évidemment sur son intrigue. Ripley transcende l'écran et apporte une vraie vision avant-gardiste quant au fait d'avoir un personnage féminin comme protagoniste. Cameron étant d'ailleurs familier du sujet, ayant déjà mis en avant un personnage féminin dans Terminator. Et bien évidemment, j'ai surkiffé cet affrontement final entre Ripley et la reine xénomorphe.
À mon sens, le choix de faire des xénomorphes une ruche était une bonne décision. Comme je le disais plus tôt, elle répond déjà au mystère du millier d'œufs qui existent sur le vaisseau inconnu, et permet d'offrir une surenchère qui est bien sûr de mise pour un deuxième volet de slasher. De plus, la reine xénomorphe s'inscrit comme une des antagonistes les plus impactantes de la pop culture, et va trouver sa place dans le lore alien, que ce soit pour le troisième opus avec l'embryon présent dans le corps de Ripley, dans le quatrième volet qui motive le clonage de Ripley, et enfin dans les spin-offs Alien vs Predator, où la reine xénomorphe est un des éléments centraux du premier volet. Mais à la limite, le fait que la reine xénomorphe soit une bonne idée pour la suite de la licence, c'est pas tellement le débat d'aujourd'hui. En réalité, la véritable question c'est de savoir est-ce que James Cameron avait le droit de déposséder l'œuvre pour se l'approprier et imposer cette vision-là pour le lore. Tout d'abord, il faut comprendre que le scénario de Cameron est une commande. Dans cette mesure, on comprend bien que ni Ridley Scott, ni Dan O'Bannon n'a eu le parti pris de leur côté de s'attaquer à une suite du film. Dans la mesure où la production fait appel à James Cameron pour écrire la suite du film et donc proposer sa vision, c'est qu'ils étaient d'accord pour que James Cameron apporte une vision supplémentaire telle qu'il a pu interpréter le premier volet. Maintenant, le fait que Cameron reprenne les préceptes d'une histoire qui lui appartienne pas, est-ce qu'à votre avis, il aurait dû demander son avis à O'Bannon? À savoir ce qu'il avait réellement en tête pour l'origine de ces créatures. Car de vous à moi, si quelqu'un autre que Cameron avait écrit la suite de Terminator, je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé de ne pas pouvoir imposer la vision du lore qu'il souhaitait pour son œuvre. Mais d'un autre côté, consulter O'Bannon aurait été une manière pour James Cameron de désamorcer sa créativité. Et par conséquent ne pas illustrer une vision juste de ce qu'il voulait proposer dans ce deuxième film. Ce qui est délicat dans ce contexte encore une fois, c'est que si on demande à Cameron un scénario, c'est la vision de Cameron qu'on veut. Mais étant le deuxième opus d'une franchise, ce que Cameron va proposer s'intègre forcément au lore de toute la saga à en devenir. Donc quand on prend le temps de contextualiser, il faut bien comprendre que Cameron devait imposer sa vision. Et donc offrir au lore ce qui lui semble juste, plausible et évidemment percutant pour les spectateurs. Et d'une certaine manière, James Cameron va tout de même s'efforcer à ne pas détruire la vision d'O'Bannon. Car comme je vous l'ai dit précédemment, tout le processus reproducteur postérieur à la ponte de l'œuf respecte dans son intégralité le processus d'incubation de l'alien, permettant ainsi d'homogénéiser parfaitement la vision de la ruche de Cameron avec la vision parasitaire d'O'Bannon. Donc finalement, Cameron apporte une extension à la vision de son créateur, plus qu'une simple réappropriation du lore. De leur côté, même si O'Bannon ou Scott indiquent qu'ils n'auraient pas pris cette décision scénaristique, ils n'ont jamais signifié à ma connaissance rejeter complètement la vision de Cameron. D'autant qu'il serait difficile de rejeter une vision qui a accroché aux yeux du public, l'opus étant souvent considéré pour beaucoup comme le meilleur de la saga. Ils n'ont pas totalement tort. Donc pour répondre à la question de savoir si on peut imposer sa vision par rapport à une œuvre qui n'est pas la sienne de base, James Cameron dans sa proposition du lore d'Alien démontre que finalement une légitimité ne se mérite pas forcément par une affiliation, mais se gagne par le respect de la vision et du matériel de base. Car même si une proposition scénaristique n'est pas forcément en adéquation avec ce que le scénariste de base aurait proposé, il démontre néanmoins qu'une œuvre peut appartenir à celui qui aura une vision. Il ne s'agit pas là de bêtement proposer un scénario qui a été commandé par des producteurs, mais d'avoir une véritable sensibilité autour du premier film pour pouvoir apporter avec respect une vision qui n'aurait pas été celle prise initialement. Ce qui d'ailleurs par la suite ne va pas non plus empêcher Ridley Scott de réimposer sa propre vision, qui à mon sens était scénaristiquement parlant bien plus complexe et beaucoup plus discutable. Donc à mon sens, l'appropriation d'une œuvre n'est plus un vol dans la mesure où elle respecte ce qui a déjà été proposé de base. Mais je vous laisse bien sûr dans les commentaires me dire ce que vous en pensez. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.